Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invitée ce midi, c'est Sonia Baquès, présidente de la Province Sud, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre actualité est double entre les rencontres qui se sont déroulées à Paris du 4 au 9 septembre et auxquelles, bien sûr, vous participiez, et puis votre candidature aux élections sénatoriales qui ont lieu ce dimanche, le 24 septembre. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous sollicitez ce mandat? Tout simplement parce qu'en fait, on a voté 3 fois non à l'indépendance, en 2018, en 2020, en 2021, et qu'en fait, maintenant, il faut transformer ce choix des Calédoniens de rester français en ce qui se passe pour leur quotidien. Ce qui se passe pour leur quotidien, c'est tout simplement la réforme constitutionnelle pour laquelle le président de la République s'est engagé, qui va permettre tout simplement d'inscrire dans la Constitution, de manière définitive, le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, avec des traductions concrètes, le dégel du corps électoral, le rééquilibrage des institutions, etc. Et c'est ce moment crucial, et effectivement, quand on a participé aux 3 référendums, on doit aller au bout, ce moment crucial de modification de la Constitution qui fait que je m'engage aujourd'hui. Alors, il y a 2 sièges à pourvoir en Nouvelle-Calédonie. Vous faites campagne avec Pierre Frogier. Vous avez même un bulletin commun. Ça veut dire quoi? Ce sont des candidatures qui sont complémentaires, Pierre Frogier et vous? Oui, complètement complémentaires. Et puis, vous savez, je considère que les non-indépendantistes ont trop perdu avec la division. Je suis très attachée à la recherche de l'unité parce que c'est cette unité qui fait qu'on est fort, notamment vis-à-vis de l'État, qu'on est fort face aux indépendantistes. Et cette unité, alors, évidemment, quand on va voir les Calédoniens, ils nous disent tous « oui, il faut que vous soyez unis ». Mais après, juste après, ils nous disent « oui, mais pas avec lui, pas avec lui, pas avec elle, je l'aime pas ». Bah non, l'unité, ça demande des sacrifices. On a fait énormément de travail avec Nicolas Metzdorf, avec Gilles Brial, avec Virginie Ruffnac, avec Alcide Ponga, avec Pierre Frogier, pour réussir à porter un projet commun devant l'État qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité d'avoir une parole beaucoup plus forte. Et donc cette unité, bah, effectivement, on la porte évidemment au niveau local, on la porte dans les institutions, on la porte pour le projet qu'on va défendre à Paris. Et donc bah, forcément, on a un bulletin commun, c'est cohérent avec ce qu'on est en train de faire. Il y a des questions au niveau local, forcément, sur cette union, mais au niveau national, ça passe comment? Pierre Frogier a l'investiture des Républicains, vous-même, vous avez l'investiture de Renaissance. Les états-majors respectifs à Paris voient ça d'un bon oeil. On sait que leurs relations ne sont pas toujours détendues et cordiales. Alors, à Paris, je crois qu'ils nous font confiance. C'est-à-dire que Renaissance me fait confiance à moi. C'est que ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la Calédonie et des Calédoniens. Les Républicains font confiance à Pierre Frogier, savent que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de la Calédonie et des Calédoniens. Et au final, cette union, elle a du sens. Alors, au niveau local, je l'ai expliqué, mais elle a surtout du sens au niveau national. Vous le savez, le président de la République a dit aux Calédoniens qu'il allait présenter une modification constitutionnelle, avec 2 options, celle où il y a un accord entre nous tous, et celle surtout qui est, s'il n'y a pas d'accord, au moins celle du dégel du corps électoral. Une réforme constitutionnelle, les gens, je crois que les Calédoniens ne se rendent pas compte, c'est quelque chose d'énorme. Ça arrive au mieux une fois par quinquennat, quand ça arrive. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a déjà reporté à plusieurs reprises. Bien sûr, parce que d'abord c'est très difficile à faire passer, je vais y revenir sur la forme, mais en plus, on parle que de ça pendant plusieurs mois, et donc le président de la République, il a pris un engagement fort, et il l'a pris, un engagement de modifier la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie, pour mettre la Nouvelle-Calédonie dans un titre définitif à l'intérieur de la Constitution française, ce qui fait qu'on ne peut plus en sortir. C'est quand même assez gigantesque. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Et pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il sait qu'il aura une majorité. Comment il sait qu'il a une majorité? Parce qu'il a le soutien. Il ne le fera que s'il a le soutien de la majorité présidentielle et des Républicains. Pourquoi? Tout simplement parce que pour passer une réforme constitutionnelle, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut la majorité à l'Assemblée nationale, il faut la majorité au Sénat, il faut les 3/5 de tout ce petit monde-là mélangé. Et j'aurais bien aimé vous dire que la majorité présidentielle seule suffit, c'est pas le cas. C'est pas le cas à l'Assemblée nationale, c'est pas le cas au Sénat et c'est pas le cas sur les 3/5. Donc le président de la République ne pourra aller au bout de cette réforme constitutionnelle que s'il est sûr d'avoir une majorité. Et il faut pas se leurrer, il ne le fera pas avec une majorité constituée de Renaissance plus un des extrêmes. Clairement, il n'ira pas là-dedans. Il ira chercher les voix des Républicains. Et donc forcément, cette union, elle renforce le projet qu'on porte pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que votre travail à chacun d'entre vous, Pierre Frogier et vous-même, ce sera de convaincre votre groupe de voter pour cette réforme. Oui, évidemment, ça va être un gros travail parce qu'il va falloir... les groupes, c'est une chose, et puis après, il y a les individus qu'il faut aller convaincre. On a besoin pour aller convaincre, on a besoin évidemment du soutien de nos groupes. Je l'ai dit, c'est le cas. Vous savez, si Renaissance a fait le choix
de n'avoir qu'une investiture. Renaissance aurait pu décider de désigner 2 candidats, puisqu'il y a 2 postes de sénateurs. Les Républicains auraient pu décider de désigner 2 candidats. Non, chacun a fait le choix de ne choisir qu'un candidat pour rendre cette union possible. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir derrière ? Dès l'instant où le président de la République, lui, il sera rassuré par le fait qu'il a le soutien de sa majorité, évidemment, mais aussi des Républicains. Mais derrière, il va falloir aller convaincre. Comment on fait pour convaincre ? Alors, moi, je suis membre du gouvernement, ça me donne un peu de poids dans les institutions nationales. Mais Pierre Frogier a l'expérience, la connaissance, les réseaux depuis des années. Vous savez, il y en a qui me disent, dans les réunions publiques, il y en a qui me disent, oui, mais alors, Pierre, il n'a pas un taux de présence très important sur les bancs du Sénat, et puis il n'a pas déposé d'amendement, puis il y en a qui ont... Mais vous savez, enfin moi je le vis à Paris, c'est pas sur la base du nombre d'amendements qu'on dépose qu'on sert la Nouvelle-Calédonie. Comment on sert la Nouvelle-Calédonie ? On la sert parce que, et moi je l'ai vu quand on va voir les sénateurs à Paris, et qu'on leur dit voilà la Nouvelle-Calédonie, et qu'ils nous disent oui Pierre Frogier nous en a parlé, là ça veut dire qu'il fait du bon travail. Et la réalité c'est ça. Et donc il faut arrêter de dire c'est pas parce qu'on fait un bilan de 46 pages qu'on a servi la Nouvelle-Calédonie, c'est pas vrai. De quoi on a besoin ? On a besoin de gens qui sont capables de convaincre et donc qui ont la crédibilité sur place. Et le Sénat, c'est pas n'importe quelle institution. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts, en disant « Salut, c'est moi, votez comme je dis ». Non, ça marche pas comme ça. Justement, le Sénat, c'est une institution qui est quand même assez mal connue des Calédoniens, des Français en général. C'est quoi son rôle, et notamment pour la Calédonie, dans cette période particulière ? Est-ce que vous attendez de lui qu'il nous aide à trouver une solution d'avenir pour le territoire ? Est-ce que son rôle se contente à la la révision constitutionnelle ? Quel va être son travail, quel va être son rôle exactement ? Rôle très important, alors le Sénat et l'Assemblée nationale, puisqu'effectivement ils vont avoir à modifier la Constitution. J'en ai parlé, c'est le dégel du corps électoral, c'est l'ouverture sur la réforme globalement des institutions. Mais derrière, il va y avoir une loi organique qui va, elle, traduire ce qu'on veut faire concrètement de la Nouvelle-Calédonie. Et là, il y a des choses très importantes à porter, notamment le fait que, je ne vais pas revenir sur des chiffres un peu techniques, mais aujourd'hui, on a 75% de la population qui habite dans le Sud, et on n'a que 58% des élus du Congrès qui sont issus du Sud. C'est-à-dire que concrètement, vous, Elisabeth, vous pesez moins lourd qu'un habitant du Nord. Est-ce que c'est normal ? Non. Il n'y a pas de raison qu'un électeur du Sud pèse moins lourd qu'un électeur du Nord et des îles. Idem sur la clé de répartition, tout le monde connaît la problématique. Aujourd'hui, encore une fois, on a 75% de la population qui habite dans le Sud, on n'a que 50% des recettes, alors que le Sud produit 92% des recettes fiscales. On a tout ça à remettre en place. Et le plus important, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des sénateurs forts, des sénateurs qui défendent à ce moment-là de l'histoire. Parce que vous m'auriez demandé il y a 6 ans, vous savez, au Sénat, il y a de plus en plus de textes qui ne concernent pas la Nouvelle-Calédonie, parce que on est compétent sur beaucoup de choses. Mais à ce moment-là de l'histoire, c'est essentiel. Et le plus important, et je finis là-dessus, le plus important, c'est de ne pas remettre aux Calédoniens une épée de Damoclès, une date, un référendum d'autodétermination qui leur réobscurerait à nouveau leur avenir. C'est pas possible. Et vous savez, il y en a qui disent, dans ces élections sénatoriales, il y en a qui disent non, mais nous, on veut pas, on veut trouver un accord à tout prix avec les indépendantistes. Vous savez, si on dit aux indépendantistes, sur le corps électoral, on va attendre que vous soyez d'accord, dans 40 ans, on a toujours le corps électoral gelé à 98, parce qu'ils ne seront jamais d'accord. La réalité, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut avancer sur ce sur quoi on doit avancer. Mais c'est quoi le plus important ? C'est de ne pas avoir de nouveaux référendums, de nouvelles dates de référendum d'autodétermination. On aurait très bien pu trouver un accord avec eux. Si on avait dit, on refait un référendum d'autodétermination dans 5 ans, on signait un papier, on faisait une jolie photo à côté des indépendantistes. C'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est de ne pas laisser l'héritage à nos enfants de ce qu'on a vécu, nous, avec ces référendums successifs. Et là aussi, donc, le Sénat doit apporter sa majorité, sa participation à la majorité présidentielle pour adopter la nouvelle... Rien ne peut passer sans le Sénat, concrètement, que ce soit la Constitution ou la loi organique, le Sénat est absolument essentiel. Et en particulier, le président du Sénat et le groupe majoritaire. C'est absolument essentiel. Alors, est-ce que c'est un scrutin très particulier, un scrutin au suffrage indirect ? Ce ne sont pas tous les Calédoniens qui votent, mais 578 grands électeurs. Et on sent qu'il y a une incertitude pour les résultats de ce scrutin, avec notamment un seul candidat FLNKS, plusieurs candidats chez les partisans de la France. Vous parliez d'union tout à l'heure. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Les indépendantistes n'ont jamais eu autant de chances de l'emporter. La réalité, c'est ça. Il y a aujourd'hui
si on prend les grands électeurs indépendantistes qu'on ajoute à l'éveil océanien, qui globalement fait alliance avec le FLNKS dans à peu près toutes les institutions, ça fait 248 grands électeurs sur 578. C'est absolument énorme. Juste pour que les Calédoniens aient une idée, Pierre Frogier et Gérard Poadja, il y a 6 ans, ont été élus au premier tour avec 253 voix. Donc, et là, ils en font 248 seuls. Ça veut dire que si les indépendantistes se mobilisent, qu'ils vont voter, d'une part, et d'autre part que nous, soit il y en a qui ne se déplacent pas, soit on est divisé, eh bien les indépendantistes seront devant nous. C'est ça la réalité. Il y a très peu de voix d'écart entre les indépendantistes et les loyalistes. Donc si on est divisé, eh bien effectivement, on donnera l'avantage aux indépendantistes. Donc nous, on a fait l'effort de cette union. Encore une fois, je le répète, mais une union... il faut faire des sacrifices. Une union, c'est pas toujours tous les gens qu'on aime. Il y a des gens dans cette union qui m'aiment pas moi parce qu'on a une histoire compliquée avec le rassemblement. Il y a des gens proches de moi qui n'aiment pas Pierre Frogier parce qu'effectivement, on a une histoire. Mais à un moment donné, c'est l'union qui nous permettra d'être forts, qui nous permettra d'une part de battre les indépendantistes dans ces sénatoriales, ce qui paraît quand même absolument essentiel, parce que, alors il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a un sénateur indépendantiste, d'une part, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de Calédoniens qui vont partir parce qu'ils vont quand même prendre peur, et d'autre part, je ne sais pas comment on modifie la Constitution, je ne sais pas comment le président de la République va aller dégeler le corps électoral alors qu'on aura élu un sénateur indépendantiste. Ça n'existe pas. Donc, la réalité, c'est qu'il y a un enjeu absolument essentiel sur ces sénatoriales. Et puis, moi, je veux aller au-delà de ça. J'ai parlé de la modification constitutionnelle pour laquelle on a besoin de l'union, mais je vais aller au-delà de ça. Aujourd'hui, si on se retrouve avec un congrès et un gouvernement indépendantiste, et je l'ai dit parce que les loyalistes aujourd'hui pèsent moins lourd à cause de ce qui a été fait dans l'accord de Nouméa. La province sud ne pèse pas le poids qu'elle devrait peser, mais au-delà de ça, si simplement on avait été capable en 2019 de faire des listes uniques dans le Nord et dans les îles, eh bien on serait majoritaire aujourd'hui. La réalité, c'est que parce qu'il y a une liste tirée par Gérard Poadja en face de celle d'Alcide Ponga, malgré tous les efforts qu'on a faits, mais à l'époque c'était Philippe Gomez qui n'avait pas intérêt à faire cette union, eh bien on aurait aujourd'hui la majorité. Donc le travail qu'on fait avec Alcide Ponga, avec Nicolas Metzdorf, avec Gilles Brial, c'est justement de permettre que ça soit possible. C'est de permettre qu'il n'y ait pas une liste tirée par Nicolas Metzdorf et une liste tirée par Alcide Ponga, parce que concrètement, c'est eux qui pèsent aujourd'hui dans le Nord. Et donc, cette union, elle demande effectivement de l'engagement, elle demande... Vous savez, quand on a commencé les discussions, Nicolas Metzdorf voulait supprimer les provinces, et moi, je voulais hyper-provincialiser. Aujourd'hui, on est capable, devant l'État, de porter un projet qui dit, oui, il faut donner des compétences fortes aux provinces pour qu'elles aient la capacité de changer le quotidien des Calédoniens, mais il faut laisser des compétences d'unité à la Nouvelle-Calédonie. On a été capable de trouver ces équilibres-là. Et puis, il y en a qui arrivent, qui tout seuls se disent moi, j'ai envie d'être sénateur aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir, de la part des grands électeurs, une prime à l'unité. Alors, reste que si vous êtes élu, vous ne pourrez pas siéger au Sénat. C'est incompatible avec votre poste de secrétaire d'État à la citoyenneté. Les grands électeurs que vous avez rencontrés comprennent cette situation, ou est-ce qu'ils vous interrogent, est-ce qu'ils vous demandent pourquoi vous avez quand même choisi de solliciter ce mandat, si vous ne pouvez pas l'assumer dans un premier temps en tout cas? Oui, alors je pense que j'ai été assez claire, mais je vais l'être à nouveau. Effectivement, je ne peux pas siéger tant que je suis membre du gouvernement. C'est donc Gilles Brial, qui est mon suppléant, qui siégera tant que je suis membre du gouvernement. Pourquoi je me suis présentée quand même et que Gilles n'est que suppléant finalement? Tout simplement parce que membre du gouvernement, vous savez, je pense que c'est le job le plus précaire qui existe en France et en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pour des raisons qui sont soit liées à ce que je fais, soit liées à des enjeux politiques autres, on peut ne plus être membre du gouvernement. Et je pense que dans cette période cruciale, et en particulier pendant la réforme constitutionnelle, il faut pouvoir peser à Paris. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis présentée. C'est évidemment Gilles Brial qui siégera tant que je reste membre du gouvernement. Et c'est vrai qu'on constituera une équipe. Vous vous rendez compte de la force qu'on va avoir dans cette réforme constitutionnelle, avec Nicolas Metzdorf qui est député, avec Pierre Frogier et le réseau qu'il a chez les Républicains, avec Gilles Brial qui siégera au Sénat, et moi-même qui suis membre du gouvernement. Je pense qu'on est capable d'avoir, on dit, les étoiles alignées pour arriver à faire qu'on ancre définitivement la Calédonie dans la France et qu'on ne se pose plus la question de notre avenir. Alors, les élections sénatoriales, c'est dimanche. En attendant, l'actualité, ce sont aussi les discussions sur l'avenir institutionnel. Tout le monde est rentré plutôt satisfait de Paris. Ça avait l'air de... On a dit, ça y est, ça avance, on a passé un cap, etc. Jusqu'à ce que l'UC annonce qu'elle avait décidé de suspendre les rencontres avec l'État. Est-ce que ça vous a surpris déjà, cette attitude ?
Malheureusement, non. C'est-à-dire qu'on est habitué à ça. Malheureusement, l'Union calédonienne, ils l'avaient fait pour le 3e référendum. Ils avaient dit devant le président de la République, on boycottera pas. Et puis quand ils sont rentrés à Nouméa, ils ont boycotté. Bon, c'est triste. Je trouve ça dommage parce qu'on a besoin de l'Union calédonienne dans ces discussions. Je ne sais pas si c'est un problème de division interne, si c'est un problème de courage devant leurs électeurs. En attendant, la position qu'on a prise et qu'on assumera jusqu'au bout, c'est de continuer avec ceux qui veulent assumer. Il y a eu un communiqué du PALICA et de l'UPM hier qui a dit qu'ils continuaient les discussions et donc on continuera avec ceux qui veulent continuer. Je ne sais pas si à la fin on trouvera un accord, je le souhaite. Je pense que c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Mais je ne veux pas que les Calédoniens considèrent que si on ne trouve pas d'accord tout de suite, c'est un échec. En fait, c'est pas ça. Il y aura une modification constitutionnelle, qui est accord ou qui n'est pas accord. Au final, pourquoi les indépendantistes ont du mal à s'engager sur ces discussions? Tout simplement parce qu'ils sont dans des concurrences internes, notamment pour la province Nord. Paul Néaoutine risque de ne pas se représenter. Qui va se présenter à sa place? Ils sont dans une concurrence interne. Et donc, comme ils sont dans une concurrence interne, c'est celui qui sera le plus dur avec l'État, celui qui sera le plus dur avec les loyalistes, qui l'emporte. Donc, ils n'arrivent pas à régler ce problème-là autrement que par leur positionnement par rapport aux questions d'avenir institutionnel. Donc moi, je dis simplement aux Calédoniens, oui, s'il n'y a pas d'accord tout de suite, il y aura des gels du corps électoral, à condition qu'on ait une majorité pour le faire. Et puis, on réglera les autres problèmes après les élections provinciales. Une fois qu'ils se seront réglés entre eux, si vous me permettez cette expression, on y arrivera. Et donc, au final, la Nouvelle-Calédonie, vous savez, elle a surtout besoin qu'il y ait un titre spécifique dans la Constitution française qui dit « maintenant on reste français ». On ne repose pas la question demain matin aux Calédoniens de savoir s'ils veulent être indépendants ou pas. On permet aux milliers d'exclus du corps électoral de voter et on repart comme ça. Déjà ça, vous vous rendez compte de l'espoir que ça va donner à un certain nombre de Calédoniens qui aujourd'hui se posent la question de ce que va être notre avenir. Alors je disais, quand vous êtes rentré de Paris, tout le monde était plutôt satisfait, plutôt rassuré. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces rencontres, de ces quelques jours? Ça a été assez bref, le 4 au 9 septembre. C'est quoi les temps forts? C'est quoi les moments qu'il faut retenir de ces rencontres? Ce que je retiens surtout, c'est le fait qu'il y ait un document. Je crois que c'est quand même l'essentiel. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs mois qu'on dit à l'État, vous voyez bien qu'au final, il n'y a rien de concret. Ils disent qu'il faut régler le contentieux colonial. Moi, ils n'ont jamais expliqué ce que ça voulait dire. Mais concrètement, ils veulent quoi? On ne sait pas aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on dit à l'État déposer quelque chose, et puis on se battra sur le document. Au final, ce document, il existe. Il y a des choses très bien dedans, il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui acceptables pour nous. Donc, au moins, il y a quelque chose, et il y a des choses qui ne seront pas acceptables pour les indépendantistes. Est-ce qu'au final, on est capable de trouver un accord? Je ne sais pas, je l'espère encore une fois, on fera ce qu'il faut pour, mais pas à n'importe quel prix. Encore une fois, il y a des points qui sont essentiels. Le droit à l'autodétermination. Vous vous rendez compte que les indépendantistes voulaient qu'on refasse un référendum d'autodétermination entre 2024 et 2029. Mais si on dit ça aux Calédoniens, mais ils partent en courant. Mais à l'inverse, quand l'État, dans son document, puisqu'il devait être confidentiel, mais il ne l'est plus du tout. Il ne l'est plus du tout. Quand l'État envisage 2 générations et des clauses assez compliquées pour déclencher le droit à l'autodétermination, on se dit que c'est inacceptable pour les indépendantistes. Et on n'est pas surpris, à la limite, Bien sûr. Non, mais au moins, il y a un document sur la table. Et je trouve quand même très, très, très appréciable la position du PALICA et de l'UPM qui dit, oui, il y a des trucs qu'on n'accepte pas, comme nous, il y a des trucs qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, pourquoi c'est 10 ans le dégel du corps électoral? Alors que nous, on a proposé 3 ans, que l'État, au départ, avait proposé 7 ans. Il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on discute. Au moins, on se donne les moyens pour nos enfants, pour les Calédoniens, de chercher des solutions. Si à la fin, on se rend compte que tout ça est inconciliable, écoutez, on actera nos désaccords et puis on passera la minimale, la réforme constitutionnelle. Mais au moins qu'on essaye. Et je trouve que c'est quand même notre rôle. Et je crois que c'est quand même, en plus, si vous me permettez ce petit mot sur l'Union calédonienne, c'est une histoire de crédibilité. Quand il y a eu la trilatérale avec le président de la République, quand on s'est retrouvés, tous les indépendantistes, tous les non-indépendantistes en face du président de la République. Ça faisait 48 heures qu'on avait le document. Le document, il fait 5 pages, en 48 heures, on a le temps de le lire et de savoir s'il est acceptable ou pas. À ce moment-là, il y aurait pu y avoir une prise de parole pour dire, écoutez, on a vu le document, ça ne va pas le faire. Non, il y a eu une prise de parole qui a été celle de Roch Wamitan, qui s'est exprimée au nom de tout le FLNKS et qui n'a jamais dit ça. Au contraire, qui a dit qu'il serait là dans les discussions. Et je crois qu'à un moment donné, de la même manière que les yeux dans les yeux, Daniel Goa à l'époque, Roch Wamitan avait dit
on ne boycottera pas le référendum. Je crois qu'à un moment donné, si on veut être respecté par l'État, par nos électeurs, on dit clairement les choses. Et là, ils ne l'ont pas dit devant le président de la République. Et je trouve que c'est dommage de le faire en rentrant en Calédonie. Alors vous disiez que c'était bien que vous attendiez que l'État mette quelque chose sur la table. Est-ce qu'on ne peut pas regretter tout de même que ce ne soient pas les Calédoniens eux-mêmes qui étaient capables d'écrire quelque chose, de proposer quelque chose à l'État? En réalité, ce document, il reprend un certain nombre de demandes à nous et un certain nombre de demandes des indépendantistes. Donc au final, malgré tout, on représente les Calédoniens. Nous, on a fait Vous y avez participé? Largement, comme les indépendantistes. Nous, on a fait une réunion lundi avec 500 personnes à l'hippodrome dans laquelle les gens nous ont dit des choses qu'on essaye après de reporter, évidemment. Donc, il y a des choses, vous voyez, ce que je vous disais sur la question du poids électoral des différentes provinces au Congrès, c'est nous qui l'avons posé, évidemment, parce que c'est quand même complètement anormal. Aujourd'hui, les loyalistes font 16% de voix de plus que les indépendantistes. Et si on enlève l'éveil océanien, on a quand même un siège de moins que les indépendantistes au Congrès. 16% de voix en plus, un siège de moins. Il y a un truc qui ne va pas bien. Donc ça, c'est une revendication. C'est pas la seule, évidemment, dans laquelle on se retrouve, mais il y a des choses aussi sur lesquelles les indépendantistes... Nous, par exemple, il n'y aurait pas de chapitre sur le droit à l'autodétermination si c'était que nous. Il y en a un. Alors peut-être que ça ne leur convient pas. Mais nous, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de chapitre sur le droit à l'autodétermination. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment est-ce que vous allez travailler? Puisque vous devez remettre vos copies, entre guillemets, le 11 octobre. Ouais. Comment vous avez commencé à travailler dessus et comment est-ce que vous travaillez? Avec des spécialistes, avec des conseils, avec le rassemblement Alors d'abord, avec l'État, on travaille, puisqu'on a des réunions avec le préfet Bastille pour décortiquer chacun des chapitres et donner nos opinions. Et en fait, nous, on met en place des groupes de travail internes pour décortiquer. Je prends un sujet qui est quand même très technique, qui est le sujet des compétences. Alors, vous savez, d'ailleurs, c'est dans le document aussi, on demande à pouvoir renvoyer des compétences à l'État. Ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de dire qu'il y a un enchevêtrement extrêmement complexe de compétences. Tout le monde fait tout en Calédonie. Les communes, elles font tout, mais finalement, elles n'ont pas le pouvoir. Elles n'ont même pas le pouvoir de modifier seules leur PUD. Il faut leur offrir le pouvoir d'exercer leurs compétences. Et toutes les compétences sont croisées. Donc il y a un gros travail à faire pour dire telle compétence va à tel endroit, comment on arrive à faire évoluer ça. Et donc ça, on fait travailler effectivement des gens qui connaissent bien les sujets. Avec l'objectif éventuellement de votre part de redonner plus de compétences aux provinces, ça peut être aussi un biais au travers de ce document, enfin au travers de ce projet d'accord? Oui, d'une manière générale, en fait, l'idée, c'est de donner la bonne compétence au bon endroit. Si je prends, par exemple, le sujet de l'agriculture, aujourd'hui, il y en a un peu à la Nouvelle-Calédonie, il y en a un peu aux provinces, il y en a un peu dans des établissements publics. Tout le monde fait tout, et puis finalement, ça marche pas bien. Je considère, moi, que le développement agricole, ça peut être une compétence provinciale comme le développement économique, comme un certain nombre de sujets. Mais par contre, la protection sociale, prenons la protection sociale. Aujourd'hui, 3 aides médicales plus le RUAM qui font le même boulot. Vous savez que ça fait des mois que je défends le fait que ça retourne à la Nouvelle-Calédonie. C'est logique. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mettre les compétences là où elles doivent être, plutôt que tout le monde fasse tout et que finalement ça coûte d'abord un bras aux Calédoniens en termes de fiscalité et qu'en plus ce soit inefficace. Justement, sur le plan financier et budgétaire, on peut attendre, alors finalement, une aide de l'État, on l'attend, on l'annonce, on la dément, on en est où? Est-ce que c'est un sujet également qui a été abordé à Paris et comment est-ce qu'il peut être solutionné? Alors, il n'a pas été abordé avec nous dans les discussions politiques. Je crois qu'il a été abordé avec le président du gouvernement. Il avait été abordé avec nous ici par le haut-commissaire. L'idée, c'est quand même, je crois, de ce que j'en ai compris, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter avec Louis Mapou, l'idée, c'est que l'État fasse le chèque pour régler les urgences. Mais ce n'est pas des chèques en blanc. L'idée, c'est d'abord que ces financements soient fléchés. Je pense notamment à la CLR. On ne peut pas se permettre d'arrêter de payer les retraites des fonctionnaires. Donc là, il va y avoir la première tranche, si mes informations sont justes, qui va être accordée principalement pour la CLR. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire que ça ne peut pas être l'État fait un chèque, met de l'argent dans le trou sans fond, et puis dans 3 mois, on se repose la question de savoir comment on finance les retraites des fonctionnaires. Non, l'idée, c'est que sur chacune des aides de l'État, il y ait des contreparties. En l'occurrence, sur la CLR, il y aura un projet de réforme qui passera devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je crois d'ailleurs que c'est la semaine prochaine, pour faire que le système soit équilibré et qu'on n'ait plus à redemander et à retendre la main à l'État. Il y a eu aussi une séquence nickel très importante à Paris. Est-ce que le ciel s'éclaircit un peu? Est-ce qu'on voit des avancées dans ce domaine? Là aussi, l'État a dit pas de chèque en blanc. Est-ce que les
les consignes vont être suivies, vont être données aux opérateurs pour que les choses s'améliorent. On pense notamment à l'accès à la ressource ou à la modification des productions de chacune des usines. C'était une réunion de démarrage. C'est-à-dire que contrairement au sujet politique, ça fait 10 mois qu'on parle des sujets politiques, donc on sait exactement où on va, et même s'il y a des discussions compliquées, mais en tout cas on sait quelles sont les problématiques. Sur le nickel, c'était la première. Après le rapport de l'IGF. Après le rapport de l'IGF, donc ça va donner lieu évidemment à des sous-groupes de travail, mais il y a des urgences sur le nickel. Et la première des urgences, c'est aujourd'hui on a la province Nord qui ne signe pas les permis pour la SLN. Et la SLN va se retrouver dans une situation, tant que c'était pour l'export, ça posait un problème économique, là ça va poser un problème parce que ça ne permet plus d'alimenter les fours de Doniambo. Là on va avoir un problème social en plus d'avoir un problème économique. Donc il y a des problèmes immédiats sur lesquels l'État s'est exprimé pour dire que maintenant on ne pouvait pas continuer à faire de la politique politicienne sur les sujets des usines. On a des problématiques économiques de défiscalisation, etc. sur l'usine du Sud. Et puis on a un éléphant au milieu du salon qui est la question de l'énergie. Il y a eu un engagement du président de la République de dire les 4 milliards d'euros, c'est nous qui allons les mettre pour faire une centrale qui permette d'avoir des coûts de l'électricité qui sont moins chers. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se traduire. Quel type d'énergie, où, quand, comment, on ne sait pas. Et donc ça fait partie des choses qui doivent avancer. Pour que les Calédoniens y voient un peu clair, on a parlé du 11 octobre tout à l'heure, c'est la date à laquelle les uns et les autres doivent remettre leurs propositions, enfin leur correction du document. Quel va être le calendrier ensuite? Quelle visibilité on a sur les prochaines semaines, sur les prochains mois peut-être? Donc le calendrier est maintenant très précis. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que nous, on l'avait demandé. On ne peut pas dire aux Calédoniens tout le temps, on reporte à la fois d'après, on reporte à la fois d'après. Ça se termine quand l'histoire? Là, on a un calendrier très clair. 11 octobre, on doit rendre notre copie pour dire ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Le 30 octobre, Gérald Darmanin a prévu de revenir en Nouvelle-Calédonie pour finaliser et pour, le cas échéant, nous mettre d'accord sur les points de désaccord. Et le président de la République s'est engagé à ce que la réforme constitutionnelle soit mise sur la table au mois de novembre, avec une adoption définitive en février ou en mars, selon le temps de l'examen de ce projet de réforme constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'en février ou en mars 2024, 2 options. Soit il y aura une réforme constitutionnelle uniquement sur le dégel du corps électoral, et dans ce cas-là, il y aura des élections provinciales dans la foulée, dans les 3-4 mois qui suivent la réforme constitutionnelle, soit il n'y a pas d'accord, il y a un accord entre indépendantistes et non-indépendantistes, et dans ce cas-là, les Calédoniens seront consultés sur le contenu, c'est-à-dire qu'il y aura une consultation des Calédoniens pour dire oui ou non on est d'accord sur ce sur quoi on a signé. C'est pas nous qui nous engageons pour tous les Calédoniens sur la réforme constitutionnelle globale. Ça, je veux les rassurer parce que je vois et je lis des choses en disant mais non, mais ça c'est inacceptable. Moi, d'abord, j'engage les gens qui trouvent que c'est inacceptable à se présenter aux élections. C'est important, la démocratie. Mais ensuite, encore une fois, c'est eux qui s'exprimeront. C'est eux qui choisiront. Ce qu'on appelle un référendum de projet, une consultation, une validation. Et les élections provinciales auront lieu après ce référendum de projet. Donc, ce que le président de la République a dit, c'est qu'effectivement, les élections provinciales auront lieu en 2024, mais dans un créneau à définir en fonction de savoir si on se met d'accord ou pas. Vous croyez encore à un accord global, ou vous pensez qu'étant donné la manière dont les choses s'organisent, le temps que tout ça prend, les réticences des uns et des autres, est-ce qu'il faut viser la réforme du corps électoral uniquement et se donner plus de temps pour préparer l'avenir? Je suis de nature optimiste, donc je crois toujours dans le fait qu'on est capable de le faire, mais mon rôle de responsable politique, c'est aussi d'envisager le pire. Ou en tout cas d'envisager que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Et donc je pense qu'il faut préparer le fait qu'il n'y ait pas d'accord pour pouvoir en trouver un. En attendant les élections sénatoriales, c'est donc ce dimanche, vous allez faire quoi d'ici là? Vous continuez il faut voir les grands électeurs un par un, 578, ça fait du travail? Oui, alors j'ai fait la dernière réunion hier soir à Nouméa, après avoir fait un tour de Calédonie. Donc là maintenant, effectivement, on fait les derniers appels, les derniers contacts avec les grands électeurs. Et puis la campagne s'arrête ce soir à minuit. Donc les électeurs ensuite choisiront dimanche leur prochain sénateur. On leur a mis conscience. On leur a mis conscience, exactement. Sonia Baquès, présidente de la province Sud, secrétaire en charge de la citoyenneté, candidate aux élections sénatoriales. Merci d'accepter notre invitation. La fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sort